Et chaque jour, les Kurdes, chaque jour, il y a des bombes. Chaque jour. Et aujourd'hui, le bilan est là. Dans le livre, j'en parle. D'ailleurs, dans le livre, j'ai été très sévère avec Barack Obama. J'ai demandé à M. Barack Obama de déposer le prix Nobel de la paix. Il n'a qu'à être président comme il veut. Mais le prix Nobel de la paix, il ne le mérite pas. Regardez en Palestine. C'est bien Obama qui a refusé de reconnaître l'État palestinien. Donc finalement, qu'est-ce qu'il a apporté à l'humanité comme paix? Qu'est-ce qu'il a apporté? Il est président, il est président. Mais sur la paix, il a échoué. Et donc je demande qu'on lui arrache le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix, on ne doit le donner à des gens qui ont sacrifié leur vie pour la paix. Lui, à peine a-t-il été président qu'on lui a donné le prix Nobel de la paix, parce qu'on espérait qu'en le faisant, on allait l'exhorter à faire plus de paix. Le bilan est quoi? Il a bien cautionné la guerre en Libye. Moi, je m'en fous de qui était Kadhafi, excusez-moi de l'expression, mais ce n'est pas à cause de Kadhafi qu'on va massacrer toute une population. Comme en Côte d'Ivoire, à cause de M. Laurent Gbagbo, on a massacré des vies humaines. Donc des solutions militaires, non. Les solutions militaires, ça veut dire que l'humanité a échoué dans sa capacité à résoudre les problèmes pacifiquement. Regardez maintenant aujourd'hui, l'Angleterre est en train de dire que Assad, là, on lui propose, mais ça veut dire que vous pouviez le faire depuis le début. Ça veut dire que depuis le début, vous pouvez faire une délégation, ceux qui voulaient qu'il parte, là, les Sarkozy, le Premier ministre anglais, vous pouvez aller voir le monsieur et puis lui proposer quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a des possibilités. Mais on veut toujours essayer de tuer. Et puis après, on va venir colmater les brèches. Et puis on va dire que oui, c'est l'ONU, on est content, on pense qu'on a réussi. Non, ce sont des échecs. Donc moi, les interventions militaires, ça ne m'intéresse pas. Proposons les solutions pacifiques d'abord, jusqu'à l'extrême. Regardez en Irak, on dit qu'il y avait des bombes de destruction massive. Et après qu'on a fini de bombarder, on demande à Bush, où sont les bombes? Il n'y en a pas. Et Bush, là, on ne l'envoie pas à la haie. Hein. On ne l'envoie pas à la haie. Amnesty International demande depuis longtemps de poursuivre Bush. Mais qui va le poursuivre? Il a été le président d'une grande puissance. Il est puissant. Mais chez nous, on est petit. On est faible. On prend nos présidents, on les poursuit comme on veut. Et une fois pour rigoler et pour finir, et puis le pasteur va intervenir, je parlais avec un ami français. Je lui ai dit, mais vous dites que Saddam Hussein, il est dictateur. Dites-moi un peu quoi. Oui, mais ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir. Je lui ai dit, mais la reine d'Angleterre, ça fait 60 ans qu'elle règne. 60 ans. Elle n'a pas de pouvoir. Mais, oui, pas beaucoup. Mais c'est des milliards que ça coûte aux contribuables anglais. Donc la dictature, parce que là, quand on dit dictateur, c'est qu'on dit le monsieur, ça amasse les richesses et tout. En fait, c'est ça, parce que Kadhafi ne tuait pas les gens matin, midi, soir, non. Mais il était au pouvoir depuis 40 ans. Quand il vient partout, dans tous les pays, il est nargue, il met ses tentes, il est là, il a le pétrole, tout ça, ça les énerve. Ah, c'est un dictateur. Parce que moi, je suis assis ici, je demande qu'on me sorte les dossiers où il est dictateur là. Parce que vous connaissez mieux les dictateurs de chez nous que nous-mêmes. Bref, chers amis, les devoirs d'ingérence, lorsque on voit qu'une population est vraiment en danger, on peut la sauver. Mais on ne la sauve pas en larguant les bombes de l'OTAN. Parce que les bombes de l'OTAN font plus de destruction humaine qu'elles ne résolvent, qu'elles ne sauvent des vies. Voilà moi ma logique. Et je dis que si l'humanité tend de plus en plus vers les interventions militaires, autant reconnaître que l'humanité a échoué dans sa capacité à résoudre les différends. Parce que les différends existeront toujours. Mais il faut trouver les solutions. Et ça existe. En tout cas, en Côte d'Ivoire, il y avait 1001 solutions. Exemple, vous faites une élection, et puis on dit, l'autre dit qu'il a gagné, l'autre dit qu'il a gagné. Mais le minimum, recomptons les voix. On l'a fait aux États-Unis en 2000. On l'a fait en Haïti. Pourquoi en Côte d'Ivoire on ne le fait pas? Il y a problème. Dans le livre, je l'ai dit, il y a problème. Troisième solution, non, deuxième solution, on peut refaire l'élection. On a fait le premier tour, ils étaient 14. Après, ils sont devenus 2. On voit qu'il y a ballottage. Et ça coince. Et il y a des vies humaines qui sont en danger. Bon, écoutez, un pays peut dire, bon, moi je paye, on fait un troisième tour. Pourquoi voulez-vous intervenir militairement? Pourquoi voulez-vous intervenir militairement? Bref. Oui, juste, je voulais rappeler que le salut de Jésus-Christ, de l'Évangile, ne concerne pas seulement le ciel, comme ça a été dit, mais aussi la terre, bien sûr. Le ministère pastoral concerne aussi la terre. Je voulais quand même rappeler ça, parce qu'on n'est pas sur un petit nuage, on est dans une église qui prêche un message d'Évangile qui concerne la terre, déjà, et le ciel ensuite, auquel nous croyons bien sûr. Alors, ceci étant dit, bien sûr que la guerre, c'est le dernier des moyens à utiliser.
qu'il vaut mieux privilégier la négociation et le dialogue avant, et je pense que Marcelo est d'accord quand même. Hein. Et je serais donc peiné que l'on oppose les uns contre les autres, qui est le clan des méchants et le clan des gentils. Ça me gênerait beaucoup, moi, parce que je viens de Paris, et je trouve que je suis blanc, je suis né comme ça. Et j'aimerais beaucoup être considéré, avoir la certitude d'être considéré comme votre frère de France, frère d'Afrique aussi. Et je n'aimerais pas, puisqu'il s'agit de négocier et de se parler, que l'on oppose les Africains, les frères d'Afrique et les frères blancs. Vous voyez ce que je veux dire, pour faire court. Et alors, bien sûr que votre conférence n'allait pas dans ce sens-là, mais parfois, je me posais quand même la question un peu. Parce que, si vous voulez, moi je viens de Paris, je suis anciennement aumônier militaire, membre du service de la Défense, en contrat avec le service du ministère de la Défense pendant 20 ans. J'entends votre conférence avec beaucoup d'attention à ce titre, et puis en même temps je suis pasteur. Et j'annonce un évangile qui dépasse infiniment l'histoire pénible des colonies, de l'esclavage, de l'Occident et de l'Afrique. L'histoire si dure qui nous a meurtris. Et c'est un évangile qui justement relativise les ethnies, les couleurs de peau, le passé, et qui ouvre un avenir. Et alors pour ouvrir cet avenir, comment on va faire si on a le sentiment, comme j'ai eu par moment, qu'on oppose les blancs et les noirs? Moi je ne voudrais pas cela, je voudrais que vous me rassuriez là-dessus. J'aimerais, pour illustrer cela, rappeler quand même que l'esclavage dont vous avez parlé n'a rien à voir avec quand même la situation de l'immigration dans beaucoup de pays d'Europe quand même. On n'en est quand même pas à l'esclavage toujours, on est parfois à l'esclavage, mais aussi on l'a vu aux États-Unis, on a aussi des immigrations de première, deuxième et troisième génération qui modifient les élections. Et donc je vous renvoie à la question, est-ce que vous ne pensez pas que tous ces désordres que vous avez évoqués, liés anciennement à la colonisation et au racisme, disons-le, entre blancs et noirs, et au mépris qui a eu lieu, est-ce que ça n'a pas bénéficié aussi de complicité locale? Est-ce que dans un dialogue, il ne faudrait pas reconnaître que chacun a du tort, que l'esclavage n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu des complicités locales, parce qu'une poignée de blancs n'aurait jamais pu organiser l'esclavage à cette échelle-là sans des complicités locales? Il faudrait juste le dire. Et puis, pareil, de la même façon aujourd'hui, ce pillage de l'Afrique, auquel je souscris, je suis bien conscient avec vous qu'il y a quelque chose d'indigne et d'injuste, il n'aurait pas lieu sans des complicités locales. Donc en fait, je vous renvoie à la question premièrement. Pensez-vous que cette prise de conscience africaine pour avoir lieu, pour être dite, ça aiderait à la négociation et au dialogue entre blanc et noir, entre guillemets, entre Occident, que vous avez quand même pas mal fustigé dans la conférence, parfois à juste titre, mais pas toujours, et puis le monde africain que je connais bien mal, pardonnez-moi, et que j'aimerais tellement mieux connaître, c'est pour ça que je suis venu avec beaucoup de bonheur à votre conférence. Ça, c'est la première question, est-ce que vous ne pourriez pas plaider en ce sens d'un dialogue qui reconnaisse les torts de chaque côté, pour que je ne sois pas seul à entendre les tolérances contre, entre guillemets, ce que je représente peut-être à mon insu en tant qu'aumônier de l'armée et pasteur venant de Paris. Et voilà. Deuxième chose aussi, est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir par rapport à l'OTAN et à l'ONU? Est-ce que vous reconnaissez ces institutions? Est-ce que vous les reconnaissez toujours? Ou est-ce que vous considérez que c'est nos futurs par rapport à l'ONU et l'OTAN, ce qui ferait quand même beaucoup?